Avait disparu des radars depuis la mutinerie manquée d'Evgeny Prigojine. On a donc retrouvé le général Sourovikine. Selon plusieurs sources très fiables, Vladimir Poutine l'a secrètement démis de ses fonctions de commandant en chef des forces aérospatiales, mais il reste à disposition au sein du ministère de la Défense russe. C'est le média RBC Ukraine qui l'affirme, s'appuyant sur une source proche de la décision au sein même du ministère de la Défense. Le premier tout de même à avoir sorti ce scoop, c'est Alexei Venediktov, l'ancien rédacteur en chef de la radio indépendante L'Écho de Moscou. On sera justement en direct dans un instant avec Sergueï Parkhomenko, qui est un autre journaliste russe bien connu en Russie. Il a notamment officié sur les ondes de cette même radio. Et puis on retrouvera dans un instant notre correspondant sur place à Moscou. D'abord peut-être avec vous, Jean de Glignasti. Qu'est-ce que ça dit tout ça finalement? On a cherché le général Sourovikine pendant 2 mois en se demandant s'il avait été malmené ou pas par les autorités russes. On a dit qu'il avait été arrêté, sa fille avait mentionné que tout allait bien, il était au travail. Silence radio. Et là, on apprend qu'il a été donc limogé, mais qu'il reste au sein du ministère de la Défense. Alors, il a été mis au piquet. Il a quand même donné des gages, puisqu'il a appelé les troupes à ne pas se rallier à Prigojine. Il a été démis, enfin on l'a changé de poste, parce qu'en fait il a commandé le front ukrainien pendant quelques mois tout seul, puis ensuite il a commandé ce front sous les ordres du chef d'état-major Gerasimov. Et donc là, il est déplacé du front ukrainien. En fait, c'est une petite punition. Il reste dans les cadres. Il est à la disposition des forces armées. Et je pense qu'il réapparaîtra après avoir terminé sa période de pénitence. Alors, nous sommes en direct avec Sergueï Parkhomenko. Bonjour, vous êtes journaliste russe, bien connu, je le disais, en Russie, puisque vous avez travaillé notamment pour l'Écho de Moscou. Vous avez dû quitter votre pays pour des raisons de sécurité, parce que vous étiez menacé par le pouvoir. Vous avez bien entendu gardé des contacts très précieux. Tout ça, est-ce que cela vous paraît crédible? Est-ce que vous avez aussi des infos supplémentaires à nous apporter? Écoutez, c'est vrai que ce matin, nous avons enfin une confirmation officielle venant de cette politique et investie. Avant, c'était juste quelques informations des blogueurs. Sergueï Parkhomenko, je suis désolée, on a un petit souci de liaison, on a très envie de vous entendre et de savoir ce que vous avez à nous dire, mais je vous propose de vous renvoyer vers la régie pour faire des petits tests son et on vous reprendra dès que c'est bon. Bertrand Badi, sur ces annonces justement, est-ce que ça vous paraît crédible tout ça? Et qu'est-ce que ça dit aussi de ce qui se passe au sein même du pouvoir, des arcanes russes? Alors on sait, et vous l'avez rappelé Jean de Glignasti, que Sourovikine était plutôt du côté de Prigojine dans cette affaire et cette chevauchée fantastique du patron de Wagner vers Moscou. Alors j'hésite à vous répondre parce que, contrairement à Jean de Glignasti, je ne suis pas spécialiste de la Russie ni de ses arcanes. Je connais peut-être assez d'histoire pour savoir qu'il y a toujours un rapport complexe entre le pouvoir politique, que ce soit en URSS ou en Russie, et les chefs de guerre, et surtout lorsqu'ils s'illustrent et se distinguent. Il ne faut pas oublier quand même que Sourovikine avait joué en Syrie un rôle extrêmement important. Et quand vous jouez un rôle important et décisif et que vous êtes chef de guerre dans un système autoritaire, c'est aussi bon pour votre prestige que mauvais pour votre avenir. Et que donc cette attitude qui consiste à contenir les chefs militaires est une attitude bien connue et que notamment Staline avait parfaitement illustré. Deuxième élément, le rapport à Prigojine, là non plus, je n'en sais rien, je n'ai eu au téléphone ni l'un ni l'autre, donc ils n'ont pas pu me confirmer, mais je ne suis pas sûr, je le dis à chaque fois, parce que je crois qu'il faut le répéter, qu'il y ait eu véritablement un coup de force ou un coup d'État ou un putsch du côté de Prigojine. Je crois que la réalité est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe que cela. Le troisième point, c'est qu'il y a le couple Shoigu-Gerasimov qu'il faut maintenir pour des raisons politiques
à la tête de la Russie. Et finalement, la leçon à tirer d'un printemps très turbulent sur le plan de l'ordre militaire russe, c'est la confirmation du ministre de la Défense et du chef d'état-major, envers et contre tout, parce qu'on ne peut pas dire qu'il se soit illustré par des triomphes particulièrement remarquables. Et ça, c'est aussi une façon de montrer que Poutine reste et demeure le patron et l'unique patron. C'est l'un des grands perdants de cet après-putsch, général Norlin. Bon, certainement, dans l'affaire Prigojine, il y a eu, je dirais pas, peut-être pas une concertation, mais clairement, il y a un contact privilégié entre Prigojine et Vladimir Poutine. Donc voilà, donc la manière dont on a présenté les choses, en fait, les dés étaient pipés d'une certaine façon. Maintenant, ce qui est quand même curieux, c'est que Prigojine parade maintenant en Afrique, tranquillement avec sa Kalachnikov, pendant que le malheureux Surovikin se fait démettre de ses fonctions. C'est ce que je vais vous dire, il y a un sacré contraste entre les deux. Voilà, ce qui veut dire que certainement il y a eu, à cette occasion, voilà, il y a eu des remaniements à l'intérieur du commandement russe et qu'il y a eu des mouvements de généraux et que, bon, le Surovikin, il est là-dedans, un peu... Enfin, pas le lampiste, parce qu'il n'a pas été complètement écarté, mais il est quand même, d'une certaine façon, il est dans ce mouvement de réorganisation du commandement russe. Alors, est-ce que c'est vraiment l'épisode Prigojine qui a déterminé ça, ou bien est-ce que c'est la situation sur le terrain? Voilà, bon, certainement que, bon, effectivement, c'est Poutine qui est le grand patron, qui maintient le couple Shoigu-Gerasimov, et donc, autour de ça, bon, on remue un peu la mayonnaise et on essaye de faire que les choses marchent un peu mieux. Voilà. Vous voulez réagir, Maître Mazzi? Non, moi, je suis tout d'accord. Alors, simplement, le général Norlin a tout à fait raison de montrer ce destin différent de Prigojine comparé à Surovikin. Mais là aussi, on annonçait que Prigojine allait passer de très sales quarts d'heure. Or, en fait, il se confirme dans son rôle de chef de la nébuleuse et du système Wagner en Afrique, ce qui n'est pas rien, et ce qui n'est pas rien dans l'échiquier politique et diplomatique russe actuellement. C'est-à-dire que plus que jamais, Prigojine est intouchable, plus que jamais, Prigojine est considéré comme l'élément utile, nécessaire, indispensable à la Russie pour réaliser un certain nombre de performances que l'État russe ne peut pas. Il ne faut pas oublier que le système russe, c'est un État plus un système mafieux qui, de bien des points de vue, s'entrecroisent et s'interpénètrent, mais celui qui tient le système mafieux, il tient un peu l'État russe. Et c'est la raison pour laquelle Prigojine pouvait faire tous les pieds de nez au tsar qu'il avait envie de faire et employer des termes qu'on n'oserait pas employer, par exemple, dans un studio, et être pour autant confirmé dans son rôle de préfet russe de l'Afrique. Sur ce contraste que j'ai trouvé intéressant hier, c'est Laure Mandeville qui disait ça, qui connaît parfaitement bien la Russie. Elle disait en gros, l'un, donc Evgeny Prigojine, est un homme du premier cercle du clan Poutine, donc est relativement protégé. L'autre représente l'armée, et pour Poutine, l'armée, c'est ce qu'il faut museler, c'est ce qu'il faut assujettir. Oui, il y a une part de vérité là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que dès le départ, dès le début de la mutinerie, Lavrov, c'était Lavrov, je ne sais pas pourquoi, le ministre des Affaires étrangères qui a dit ça, il a dit Wagner a toute sa place en Afrique, sa vocation c'est de travailler en Afrique, et Wagner est fini en Ukraine. Et en fait, on a actuellement l'application de cette décision qui a été prise dès le départ et qui ensuite a été négociée directement pendant 3 heures entre Poutine et Prigojine. Et donc les conditions du retrait de Wagner, qui a rendu de grands services à l'armée russe de l'Ukraine, ont été discutées. Il y a l'épisode biélorusse et tout ça. La conclusion qu'on peut en tirer quand même, c'est que dans cette affaire, Poutine est resté maître du jeu. En tout cas, il est redevenu très clairement. Ce qui est intéressant, général Norlin, c'est que les lignes de défense dans le sud du pays sont appelées lignes Sourovikine, du nom du général Sourovikine. Est-ce que c'est forcément judicieux de se débarrasser d'un général qui finalement a été plutôt bon
dans sa stratégie dans la guerre en Ukraine. C'est vous qui allez me dire si c'est le cas ou pas. D'ailleurs, il ne s'en débarrasse pas. Il reste à disposition au sein du ministère de la Défense. Non, mais Bertrand Badi l'a très bien dit. Vous savez, c'est une grande habitude en Russie. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Russie. Hein. C'est de liquider les généraux les plus capables. Hein, parce qu'ils sont, forcément, s'ils sont capables, ils sont dangereux. On l'a vu dans le Sud avec le général Popov à Zaporizhzhia. Donc, et puis bon, si vous regardez l'histoire de l'URSS, au moment d'abord, au début, même avant la guerre, il y a eu des grands procès et Staline a liquidé tous les grands généraux russes, soviétiques. Et même pendant la guerre, c'était la même chose. Et alors après la guerre, il a continué. Donc à partir du moment où même nous, on a connu ça. Donc à partir du moment où il y a un général qui, on a toujours peur du pronunciamento, du putsch militaire, etc. Voilà. Donc les politiques n'aiment pas trop les généraux trop capables et les meilleurs généraux. Et ils trouvent toujours un moyen, à un moment ou à un autre, de s'en débarrasser. D'ailleurs, même chez nous, les grands généraux, si on regarde la guerre de 14, après la guerre de 14, on s'empresse de les mettre de côté, on leur donne des titres honorifiques, on les met dans des superbes institutions et bureaux, et puis c'est le sort, malheureusement, il n'y a que Napoléon qui est, d'une certaine façon, a réussi jusqu'à un certain point. Alors, rebonjour à Sergei Parkhomenko. J'espère que, normalement, on a retrouvé la liaison avec vous. Je rappelle les informations dont on dispose sur le général Sergei Sourovikine à l'heure actuelle. Pas grand-chose pour l'instant. Ce que nous dit RBC, un média ukrainien, c'est ceci. Le général d'armée Sergei Sourovikine a été démis de ses fonctions en raison d'un transfert vers un autre poste et est à disposition donc, au sein du ministère de la Défense russe. Il est actuellement en courte vacances. Est-ce que tout cela vous semble crédible? Et je réitère ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez davantage d'informations? Ça me semble très typique. Ça me semble absolument habituel déjà parce que nous avons une douzaine des généraux, des dirigeants de l'armée de très haut niveau qui étaient limogés après cette formule. La formule de deux parties. La deuxième partie signifie que son destin n'est pas décidé. Et entre les généraux qui étaient limogés comme ça, on a quelques-uns qui sont partis en Syrie, il y a quelques-uns qui n'ont jamais retrouvé des nouveaux postes. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même la première partie, ce qui montre qu'il est quand même considéré coupable. On ne sait pas coupable en quoi. D'après l'information qu'on a, il était au courant de mutinerie potentielle de Prigojine d'avance, il ne l'a pas signalé. C'est ça son crime. Mais on ne sait pas si l'enquête va continuer et si les accusations seront plus importantes. En ce qui concerne les résultats de commandement de Sourovikine, j'ai entendu parler ici qu'il était quand même un bon commandant et qu'il est connu comme un officier efficace. Je dirais pas, parce que sa décision la plus importante pendant ces mois, quand il était en tête de l'invasion russe en Ukraine, c'était sa décision de laisser la rive droite de Dniepr et la région de Kherson. Kherson. Allô. De Kherson, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et la région occupée par les Russes de côté droite, c'était un grand résultat de la contre-offensive ukrainienne, mais moi je ne suis pas au courant des succès quelconques de Sourovikine. Sa réputation, elle est plutôt liée avec la Syrie, où il avait le nom de général Armageddon à cause de la cruauté extrême de ses opérations, surtout des bombardements massifs des villes et des villages syriens. C'est ça sa carrière, c'est ça ses succès. Sergei Parkhomenko, une petite question.
Pardon, une petite question, parce que donc, la marche de la mutinerie d'Evgeny Prigojine, c'était le 24 juin dernier, donc ça fait quasiment à un jour près 2 mois qu'on n'avait pas entendu parler de Sergueï Sourovikine. On a revu cette vidéo le jour même, justement, où il appelle notamment les mercenaires Wagner à se rendre. Alors c'est vrai qu'il n'a pas l'air, on ne sait pas trop s'il était contraint ou pas à faire cette vidéo, mais bon, il n'était pas très souriant. Bon, on ne l'a jamais vu en même temps très souriant, le général Sourovikine. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé entre le 24 juin et aujourd'hui? Pourquoi tant de mystères finalement autour d'un général, bon, qui n'est même pas finalement le patron de l'opération, qui n'est plus le patron de l'opération militaire spéciale? Non, on ne sait pas grand-chose. Et pourquoi tant de mystères? Parce que c'était vraiment une menace et c'était vraiment un gros problème de Poutine et de son entourage, de voir les militaires de très haut niveau, comme le général Sourovikine, et je vous rappelle aussi un deuxième qui était Mikhail Mizintsev, le colonel général et l'ancien vice-ministre de la Défense, de voir les généraux de très haut niveau qui ont montré des relations, je dirais, assez spéciales avec Prigojine. Kremlin ne veut pas faire sortir aucune information au sujet de l'enquête qu'il continue, des conséquences de ça, parce que ça, c'était vraiment un problème, c'était vraiment un défaite. Et juste après la mutinerie de Prigojine, il y avait quelques épisodes assez difficiles pour Kremlin. Je vous rappelle par exemple un épisode de général de division Ivan Popov, un commandant de la 5e 8e armée, une des plus importantes et plus efficaces de l'armée russe, qui a critiqué publiquement le ministère de la Défense et qui a montré que, en fait, l'échec de la mutinerie de Prigojine, c'est pas la fin de l'histoire. En ce qui concerne les résultats, en ce qui concerne un accord entre Poutine et Prigojine, on sait ce qu'on nous laisse croire, on sait ce qu'on nous veut, ce qu'on fait croire à nous. C'est qu'il y avait un accord quelconque avec la Biélorussie et Alexandre Loukachenko, qu'ils vont partir, tous les Wagner vont partir en Biélorussie. Ils sont où? Ils ne sont pas en Biélorussie. Qu'ils seront à nouveau en Afrique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelques secondes d'une vidéo sur le fond neutre de Prigojine et on ne comprend pas très bien ce qu'ils font. Il paraît que tous les efforts sont faire dissoudre les Wagner et à faire disparaître ça comme une unité. Une certaine partie reste en Biélorussie, peut-être une certaine partie reste dans l'armée régulière, peut-être une certaine partie reste en Afrique, petit à petit, mais rien qui semble une décision générale de ce problème, rien qui semble la possibilité de tirer des conséquences de cet épisode très très important et très très difficile, très très menaçant le régime de Poutine. Merci Sergueï Parkhomenko. On va retrouver dans un instant notre correspondant à Moscou, Jérôme Garraud, juste le temps de faire quelques petits tests techniques. Ce qui est intéressant finalement, c'est le côté militaire dans tout ça, général, j'en reviens. Mais c'est vrai qu'il y a eu une purge aussi de longue date au sein de l'appareil militaire. Et ce qu'on a eu le sentiment de voir, c'était que finalement, comme vous l'aviez évoqué, c'était les meilleurs qui étaient mis dehors. Oui, bon alors peut-être que Sourovikine n'était pas le meilleur, ça c'est fort possible, hein. Et c'est vrai qu'il a acquis son titre de gloire. C'est très simple. Non, il y a eu effectivement, avec le général Popov notamment, des critiques très, très violentes, très virulentes de la part des chefs militaires sur la conduite des opérations, sur la manière dont le ministre et le chef d'état-major dirigeaient cette guerre. Voilà, donc, et évidemment, toutes ces fortes têtes ont été remises dans leur rang rapidement. Voilà, donc il y a eu tous ces remaniements internes
Voilà, bon, ben c'est le grand classique pendant les guerres. Il y a toujours des remises en cause des uns et des autres pour des tas de raisons, qu'elles soient des raisons opérationnelles militaires ou des raisons politiques plus larges. Voilà. Donc, mais bon, ça montre d'une façon, si on élargit un peu les choses, ça met en évidence le fait que apparemment que c'est Vladimir Poutine qui est toujours le maître. Il est toujours le maître, mais ce qu'on ne sait pas quand même, c'est comment ça se passe en dessous, entre le FSB, le GRU, les forces armées et d'autres éléments qui font que certainement, moi c'est ce que je pense, c'est qu'il y a au sein du pouvoir russe, il y a quand même pas mal de remous, et le fait que cette guerre dure, que le président Poutine, bon, c'est quand même pour lui un échec, et que c'est un chef mafieux, et qu'un chef mafieux ne doit pas être dans une situation d'échec. S'il est dans une situation d'échec, il est forcément contesté. Donc il est obligé, pour se maintenir au pouvoir, d'écarter, d'utiliser les méthodes les plus brutales. Mais tout ça n'a qu'un temps, dans la mesure où il n'y a pas de résultat concret au bout. Et des résultats positifs. Bonjour Jérôme Garot, on vous retrouve en direct de Moscou. On n'avait donc pas entendu parler du général Sourovikine depuis 2 mois tout pile. Quelles sont les informations dont vous disposez, Jérôme ? Oui, alors déjà, quand on parle du sort du général Sourovikine, on est toujours assez prudent, parce qu'on le dit souvent sur ces plateaux, mais c'est vrai, il y a une opacité très importante dans les arcanes du pouvoir en Russie. C'est même un héritage soviétique, ce culte du secret dans l'armée. Mais ce matin, l'agence de presse russe officielle, RIA, annonce aussi que Sourovikine a été démis de ses fonctions et qu'il est maintenu, je cite, en vacances. Bon, on en parlait là en plateau, ça fait depuis le 24 juin qu'il n'a plus été vu. On ne sait même pas précisément ce qui lui est reproché. Il est soupçonné, à tout le moins, d'avoir été informé de la mutinerie de Wagner. C'est un ami de Prigojine. Et depuis sa disparition, il y a eu, j'ai regardé, un seul commentaire officiel. C'était il y a 1 mois. C'était à la Douma. Alors je vous le lis parce que vous allez voir, c'est quand même un commentaire assez laconique. Sourovikine se repose actuellement, il n'est pas disponible. Vous voyez, c'est quand même assez sibyllin, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça ne veut pas non plus dire pour autant que cet homme, ce général, est perdu pour de bon. C'est lui qui a conçu et fait bâtir cette fameuse ligne défensive en Ukraine sur laquelle s'appuie l'armée russe et que l'armée ukrainienne pour l'instant n'arrive pas encore à briser. Donc pour le Kremlin, il a au moins ce succès à son actif. Il peut être jugé encore utile ou bien trop dangereux. Merci beaucoup Jérôme Garot.